Kimbangu et à la conscience africaine. Comme vous le savez, cette journée est déclarée chômée et payée. Et au cours de cette émission, nous allons donc parler du combat et de la vie de Simon Kimbangu avec un habitué de cette émission. Il s'agit donc de M. Norbert Yamba Yamba. Il est d'abord panafricaniste, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, chercheur, mais également directeur du cabinet au sein du ministère de l'Intérieur. Avec lui, nous allons donc analyser à grands traits et distraitement cette question primordiale de la lutte pour la libération de l'homme noir. Bonjour, M. Norbert Mbemba. Bonjour, bonjour Kabeya. D'entrée de jeu, comment interprétez-vous cette journée dédiée au combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine? Je voudrais, dans un premier temps, saluer et remercier très sincèrement le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a bien voulu honorer l'une des divinités de notre pays. Oui. Simon Kimbangu a été l'un des pionniers des hommes et des femmes du Congo qui nous ont donné la torche, j'allais dire la boussole, pour savoir où est-ce que nous on allait. Je remercie davantage le président de la République parce que je me rappelle bien en 2021, dans le cadre de notre organisation panafricaine, Nouvelle Vision panafricaine, nous avions siégé et avons demandé, n'est-ce pas, au président de la République, à la veille, n'est-ce pas, du 6 avril en Kamba, qu'il puisse reconnaître la date du 6 avril comme étant une journée fériée payée. Certainement qu'il y a eu des demandes croisées, ça c'est évident. Nous ne pouvons pas dire essentiellement que c'est nous qui avons demandé ça, parce que cette demande date des années 70, précisément en 1972, où son éminence, Papa Joseph Dianguinda, avait déjà demandé au maréchal Mobutu à l'époque de reconnaître cette journée comme une journée fériée et payée. Certainement que nous avons relayé, et c'est dans la volonté très volontariste du président de la République, il a reconnu la journée. Nous saluons tous les peuples congolais, nous saluons tous les ancêtres divinisés, pour qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous puissions non pas méditer essentiellement cette journée, mais comprendre que nous devons nous battre pour restaurer notre autonomie, restaurer notre leadership, restaurer notre spiritualité authentique, restaurer notre génie. Parce qu'en réalité, oui, nous avons tellement de difficultés, mais nous n'avons pas de génie, et cela va véritablement nous coller à la peau toute la vie. Mais, M. Norbert Yamba, faudra-t-il admettre aujourd'hui que Simon Kimbangu a posé les éléments de cette libération mentale qui a permis l'émancipation de l'homme noir? Oui, écoutez, l'émancipation de l'homme noir date d'avant Simon Kimbangu. Vous savez qu'au XVe siècle, les Noirs ont été déportés. 300 à 500 millions de personnes sont allées dans les Caraïbes, les autres aux Amériques, etc. Quand vous allez aujourd'hui en Équateur, vous allez trouver des Noirs. En Colombie, vous allez trouver des Noirs. Aux États-Unis, au Brésil, et tous ces pays de l'Amérique du Sud, compagnie. Quand vous allez dans les Caraïbes, en Haïti, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe, etc. Je ne vais pas parler de la République dominicaine, etc. Tous ces pays-là ont accueilli les Noirs. Et les Noirs se sont battus pour que finalement ils soient libérés, ils soient émancipés. Oui. Des personnages comme Toussaint Louverture, des personnages comme Firmé, le nom m'échappe maintenant, mais ça, en fait c'est un grand écrivain qui a travaillé en Haïti, justement, qui a accompagné Toussaint Louverture et qui se sont battus jusqu'à ce qu'on puisse reconnaître l'indépendance d'Haïti en 1804. Voyez. Donc, sincèrement,
Je ne parle pas de William Du Bois aux États-Unis, etc. Je ne parle pas de la libération des nègres qui étaient aux États-Unis lors de la révolution industrielle, ont été demandés de rentrer chez eux. Ceux qui sont restés sont restés. Mais c'était en 1847 qu'on a mis en place la République du Libéria. Et Simon Kimbangu, il est né en 1887. Donc, le mouvement de Noirs a eu lieu avant la naissance de Fumu Kimbangu. Mais Fumu Kimbangu était une manifestation de Dieu ici, chez nous, où il a reçu mission, justement, de travailler dans la perspective de démarrer les indépendances africaines. Vous voyez, donc, Fumu Kimbangu est considéré pour nous, les panafricanistes, comme étant, c'est pas la manifestation de Dieu pour aider un peuple à se libérer. Quelqu'un dira, c'est l'incarnation de Dieu dans un corps humain. Beaucoup pensent que c'est une divinité qui se trouve dans les villages des ancêtres pour lesquels nous devons respecter parce qu'il a été pionnier par rapport à ces combats. Je ne veux pas oublier Kipankita, etc. Mais en tout cas, Fumu Kimbangu a beaucoup influencé la dynamique de l'émancipation de notre pays. Mais Norbert Mbayamba, hormis la lutte menée par Simon Kimbangu, vous ne voyez pas que la lutte aussi des Noirs américains pour la liberté doit aussi servir de modèle aux élites africaines, comme je dirais en général, mais en particulier pour les cas de la République démocratique du Congo? Mais c'est tout à fait normal. Je vous ai dit que ce n'est pas seulement au Congo. Parce que le fait de se focaliser seulement sur Kimbangu, vous ne voyez pas que... Non, Fumu Kimbangu, il est né en 1887. Il a commencé le travail en 1921. C'était le 6 avril que nous sommes en train véritablement de fêter aujourd'hui. Et donc, mais avant lui, il y avait des gens comme William Du Bois, il y avait des gens comme Toussaint Louverture, il y avait des gens qui étaient nombreux, vous vous rendez compte, au niveau des Caraïbes. Hein, la première armée qui a gagné Napoléon Bonaparte, c'était l'armée qui était dirigée par Toussaint Louverture, et qui étaient des nègres, des noirs qui sont venus récemment de l'Afrique. Donc, oui, chaque pays a une histoire. Certainement que chez nous, il y a Fumu Kimbangu qui est intervenu au 19e siècle. Et il a commencé, il faut le reconnaître, son travail au 20e siècle. Ça, c'est la manifestation d'une intelligence divine dans un pays. Mais cela ne veut pas dire qu'il est le seul à recevoir véritablement la mission. Mais il y en a d'autres qui sont venus après lui, il y en a d'autres qui vont venir après lui, etc. Mais nous devons comptabiliser, n'est-ce pas, tous les efforts qui ont été consentis et restaurer l'histoire, parce que nous devons écrire notre propre histoire. Raison pour laquelle nous devons honorer Simon Kimbangu, parce qu'il était parmi... le premier, ce n'est pas le majeur. Mais ici, il faut reconnaître, comme vous l'avez dit, que certains leaders africains ont déjà fait ces travail, mais il faut également tenir compte de certaines personnes qui semblent en même temps ignorer ces travail, notamment le système capitaliste occidental, qui du reste ne veut pas voir l'émancipation de l'homme noir. Face à ce genre de problème, comment peut-on faire pour quitter de cet état des choses? Je crois que Fumu Kimbangu, qui est arrivé déjà en 1921, il a commencé son travail, il avait pratiquement 35 ans, si je m'abuse, et ce travail n'a pas perduré, il a été arrêté après 3 mois, je crois. Et puis voilà, une fois arrêté, il a été en prison pendant 30 ans. Il est mort en 1951, etc. Mais après lui, déjà, des gens comme Kwame Nkrumah, sur le plan politique, qui était un Ghanéen, docteur d'État à cette époque, aux États-Unis. Il a travaillé avec beaucoup d'autres Noirs, à la conférence de Manchester, etc. Et donc, Kwame Nkrumah,
tous les intellectuels de l'époque, si nous pouvons citer les gens qui ont parlé de la négritude à son temps, comme Léopold Sédar Senghor, comme Aimé Césaire, comme Léo Damas, etc. Et il n'y a pas que. Lorsque vous arrivez au Congo-Kinshasa, des gens comme Lumumba, Patrice, Oui. se sont bâtis comme panafricains. Vous allez au Mali, des gens comme Modibo Keïta, un enseignant de primaire, mais qui visiblement a porté des grandes idées qui ont révolutionné l'Afrique. Nelson Mandela. Non, je parle de Modibo Keïta, et vous avez dans l'histoire récente Nelson Mandela. Oui. Mais avant Nelson Mandela, vous avez des gens comme Sékou Touré, vous savez, un ouvrier, mais qui a démontré de quoi il était capable. Et tout près de chez nous, ici, vous avez des gens comme Barthélemy Bouganda, en République centrafricaine, qui a été tué. Vous allez au Togo, vous avez des gens comme Sylvanis Olympio, qui a été tué simplement parce qu'il voulait changer la monnaie, parce qu'il estimait que la monnaie était une domination. Lorsque vous avez tout proche de chez nous, au Burkina Faso, quelqu'un comme Thomas Sankara, qui n'avait que 38 ans et qui a été éliminé simplement parce qu'il parlait de ces questions. Lorsque vous regardez, il n'y a pas longtemps, en 2011, pas 2012, le colonel Kadhafi a été tué. Ce sont des panafricanistes qui se sont battus. En dehors de ces gens-là, il y a les gens comme Amical Cabral. Cabral, oui. Oui, qui, un Guinéen, Bissau, et qui finalement a été tué. Donc, l'histoire, elle est récente, mais nous avons connu des hommes et des femmes qui se sont mis debout. Jomo Kenyatta du Kenya, le Zambien Kenneth Kaunda, Julius Nyerere de la Tanzanie, etc. Donc, c'est tous ces gens-là. Mais en dehors des hommes politiques, vous avez des intellectuels. Oui. Et l'un des premiers intellectuels qui a alimenté, qui a nourri et qui a réveillé les esprits, c'est donc Cheikh Anta Diop, qui est un Sénégalais, qui a défendu toute une thèse contestée en 1946, repris la thèse simplement parce qu'il disait que l'homme noir, il est un homme au même titre que les autres et qu'il a vécu avant les autres. Il n'a pas été accepté, même si, à un moment donné, aujourd'hui, on parle de l'université Cheikh Anta Diop, et pourtant, il n'a pas été accepté d'enseigner à l'université, à cause de la connivence entre, n'est-ce pas, les dirigeants africains et les Occidentaux, au travers véritablement la gestion française. Donc, au-delà d'eux, il y a une nouvelle génération. Oui. Non, Cheikh Anta Diop, il a travaillé avec Théophile Obenga. Et quand Obenga vous parle de Simon Kimbangu, il vous dit que c'est l'homme, c'est le leader de la vie. Parce qu'il y a des urgences d'aujourd'hui, les urgences de demain. Quand on mélange les différentes urgences, on trouve un leader de la vie. Un leader qui est intemporel. Un leader qui est intergénérationnel. Et c'est ça, Kimbangu. Et donc, il y a Théophile Obenga qui est en face de nous ici. Il doit avoir 87 ans aujourd'hui, qui est le seul patriarche qui nous reste. Mais lorsque vous quittez la génération de Anta Diop, vous quittez la génération Obenga, et vous arrivez à la génération de Bob Bassan, qui est un Camerounais, Oui. vous avez Kofi Gomez, qui est un Béninois, vous avez notre ami Lasconi, qui est un Brazzavillois, vous avez des gens comme Aziz Fad, qui est sénégalais, vous avez des gens comme Paul Pougala, qui est un Camerounais, vous avez le prince de Bélé-Bélé, Koumadoubé, prince de Bélé-Bélé, donc, qui est un Camerounais. Et vous avez au Congo Norbert Yamba, Choukou, qui visiblement aujourd'hui scientifise le combat. Parce que le combat a été, il faut le reconnaître, réalisé, j'allais dire artisanal, mais en fait aujourd'hui, le combat scientifique a commencé avec Cheikh Anta Diop et nous sommes en train de suivre Cheikh Anta Diop. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, plus que jamais, même le combat que mène le chef de l'État, il affirme haut et fort qu'il est panafricaniste. Oui. Et les panafricanistes ne sont pas souvent acceptés. Mais c'est Norbert Yamba, Cheikh Anta Diop dont vous venez
d'évoquer ici n'a non seulement légué un riche héritage aux générations africaines, mais c'est l'apport de cet homme à l'histoire de l'humanité qui compte, contrairement à Simon Kimbangu, qui, sur les plans spirituels, a su favoriser, à travers son combat, l'émergence de l'homme africain. Vous ne voyez pas que mettre sur la sellette Cheikh Anta Diop et Simon Kimbangu, cela relève d'une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. Chacun a fait ce qu'il pouvait faire. Cheikh Anta Diop, il est né en 1923. Simon Kimbangu est né en 1887. Mais le combat est vraiment différent. Mais c'est comme ça. Vous savez, il y a un écrivain tanzanien qui disait que nous devons accueillir le monde d'aujourd'hui, Oui. sans oublier qu'il sera bientôt le monde d'hier. Et respecter le monde d'hier parce qu'il a représenté à son temps toutes les possibilités humaines. Ce que nous voyons aujourd'hui, ni était ce qui était hier avant nous, Oui. nous n'aurons pas des résultats que nous avons aujourd'hui. Il faut reconnaître ces gens parce que le monde n'a pas disparu. Ils ont fait tout pour préserver le monde, pour permettre à ce que le monde puisse continuer. Et tant que le monde n'a pas disparu, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et ce n'est pas parce que le fait que vous arrivez aujourd'hui que vous dites non, ces gens-là n'ont rien foutu. Ah non, il y a une responsabilité qui se transmet de génération en génération et nous devons être en mesure de comptabiliser les efforts de tout un chacun. Cheikh a travaillé. Voilà, j'ai oublié. Cheikh Anta Diop qui a travaillé, il y a Théophile Obenga qui a suivi, etc. Mais il y a Philippe Omutunde, Oui. Kalala Mutunde. Vous voyez, mais c'est un garçon qui est très jeune, moi je suis même plus âgé que lui. Oui. Il venait de mourir, il avait 55 ans quand il est mort. Mais c'est un savant. Il a dit des choses incroyables. Vous avez par exemple Ama Mazama, qui se trouve actuellement aux États-Unis. Oui. Une dame. Je crois que mon épouse peut bien se rappeler, comme quand on l'a reçue à la maison, Oui. cette dame-là. Non, c'est une divinité, c'est une savante. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, les Yamba sont en train de poser un premier jalon, un premier pas, un premier jalon. Demain, il y aura d'autres qui vont naître, qui vont apporter un plus par rapport à la dynamique. Parce que tout le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est pas terminé. Nous voulons une indépendance politique. Nous ne sommes pas encore indépendants politiquement parce que nous utilisons la démocratie occidentale, nous utilisons tous les systèmes occidentaux. Or, ce système n'est pas adapté par rapport à notre culture. C'est très clair. Nous utilisons les droits européens, nous utilisons tout ce qui vient de l'Europe, que ce soit l'économie, que ce soit la religion, que ce soit l'éducation, etc. Donc, nous avons tous importé. Alors, nous voulons avoir cette indépendance. Mais, au fil du temps, nous avons quand même des gens qui parlent, qui expliquent la population, jusqu'à ce qu'à un moment donné, nous allons comprendre que nous avons besoin d'avoir nos propres caméras, d'avoir nos propres télévisions, d'avoir nos propres voitures, de construire nos propres avions, etc. Mais il faut qu'il y ait renaissance du génie hip-hop. Face à tout ce que vous venez d'évoquer, vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, il appartient aussi aux jeunes générations et aux élites de prendre une autre dimension de ce travail dont vous faites allusion. Donc, remettre aujourd'hui en question certaines données de nos traditions, afin d'ouvrir à notre perspective d'autres ouvertures. Mais dans ce genre de questions, vous ne voyez pas que la passion négative n'est pas de mise, parce que il est inopérant de s'acharner sentimentalement aux Occidentaux avec leur démocratie, mais même aussi, il est néfaste aujourd'hui de rester sans pour autant suivre, ne serait-ce que faire quelque chose qui est contraire à ces de l'Occident. Non, les chercheurs doivent continuer la recherche. Et cette recherche se fait sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sanitaire et compagnie, etc. Oui. Ça, nous devons nous battre pour que nous puissions construire notre propre autonomie. Rien n'empêche, n'est-ce pas, qu'on puisse aussi voir ce que les autres ont fait pour que nous puissions davantage améliorer. Je me rappelle bien, les premiers intellectuels occidentaux, européens, sont venus apprendre en Afrique. Les gens comme Thalès, les gens comme Pythagore, les gens comme Hérodote, les gens comme Hippocrate. Hippocrate est devenu le père de la médecine moderne aujourd'hui. Mais écoutez, Hippocrate était en Afrique, Afrique noire de charbon, enseigné par Imhotep,
qui est resté le célèbre savant, inégalé jusqu'à aujourd'hui. Les gens comme Thalès, les gens comme Pythagore. Pythagore est resté 22 ans dans la cour en Égypte antique. Mais les théorèmes de Pythagore, les théorèmes de Thalès, sont des théorèmes qui ont été, n'est-ce pas, trichés dans les papyrus, n'est-ce pas, qui étaient en Égypte. Mais les papyrus leur ont été donnés par Yameso, qui était leur professeur. Oui. Tu vois? Et donc, sincèrement, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas le fait que nous allons mathématiquement réussir la situation, mais nous sommes en train de poser des jalons pour que finalement, demain, que nous puissions identifier nos héritages traditionnels, tout ce que nos ancêtres ont fait, toutes nos traditions, et qu'on ne laisse pas ces traditions à l'état zéro, c'est-à-dire à l'état d'animalité zéro. Il faut les prendre, il faut les scientifiser, il faut les rendre rationnels, il faut les systématiser, les théoriser, les moderniser. Parce que, croyez-moi, si il y a une dame qui est guérisseuse ou un homme guérisseur au village, il connaît la feuille qui puisse guérir la malaria. Mais écoutez, nous sommes 110 millions de personnes. Oui. On connaît la feuille, mais la maman là ne peut pas se répartir sur l'ensemble du territoire. Et elle peut montrer la formule donnant la feuille qui guérit la malaria. Et les hommes des sciences qui sont dans les universités, dans les laboratoires, dans les centres de recherche, ils doivent analyser dans les laboratoires, prendre la feuille et en faire un médicament. Et là, il faut une industrie, il faut une technologie, etc. Et commencer à vendre. Quand on commence à vendre, ça va nous ramener de l'argent. Et l'usine qui travaillera en fonction dans une société. Et donc, ça va nous permettre de recevoir des recettes en fonction des taxes. Ça va nous permettre d'avoir les médicaments nécessaires pour soigner plus de personnes. Ça va nous permettre même d'exporter cela. Donc, nous ne disons pas que lorsque nous avons des coutumes, nous avons des traditions, nous les laissons à l'état zéro. Non. Nous devons prendre l'intelligence que Dieu nous a donnée. Mais vous ne voyez pas y réfléchir comme les Blancs le font. Vous ne voyez pas qu'il faudra du temps pour que cette réalité soit praticable dans la vie des Congolais. Quand on ne commence pas quelque chose, on ne commencera jamais. Je suis en train de travailler, et je crois avoir eu un entretien très serré avec les Cubains qui me disent qu'ils sont capables de soutenir une telle recherche au Congo. La vision panafricaniste que nous avons nous a permis véritablement d'imaginer un projet d'une polyclinique mixte entre les tradis modernes et les tradis praticiens, pardon, et les médecins modernes. C'est-à-dire, c'est conforme, par exemple, à l'Université Kinshasa, ou l'UPC, ou, je ne sais pas, l'Université catholique du Congo, compagnie, etc. Mais ils ne connaissent pas nos plantes. Ils ne connaissent pas nos plantes. J'ai des enfants médecins, mais qui, les arbres qui se trouvent dans la parcelle, ils ne connaissent même pas l'air verti. Ce qui est grave. Or, aujourd'hui, les Chinois fabriquent les médicaments en fonction de leur végétation. Les Coréens, les Japonais, les Américains, les Européens. Mais pourquoi nous ne pouvons pas? Nous sommes un deuxième poumon écologique du monde. Nous avons au moins 150 millions d'hectares de forêts. Toutes les spécificités végétales, il y en a. Mais chaque plante a une vertu médicale. Pourquoi nous n'arrivons pas à avoir des médicaments? Or, il est très clair qu'aujourd'hui, 60% des médicaments que nous achetons sont des médicaments empoisonnés, qu'on ne peut pas utiliser. Vous voyez, autant de maladies que nous avons aujourd'hui, simplement parce que nous n'avons pas nos médicaments qui sont ici de nos plantes. Et ça, c'est un problème. Et donc, et vous avez peut-être raison, Kabea, quand vous dites, il faut attendre. Moi, je dis, mais il faut commencer quelque part. Oui. Il faut commencer quelque part. Et ça doit être de la responsabilité du gouvernement au travers la formulation d'un certain nombre de priorités et la capacité aussi de mener des actions dans la perspective que finalement nous puissions construire notre autonomie. Parce que ce que nous vivions avant que l'Occident n'arrive, nous avions une bonne vie à l'époque parce que nous étions très puissants.
35 siècles avant l'ère chrétienne, on avait la science, on avait les mathématiques, on avait l'écriture, on avait l'astrophysique, on avait la physique, etc. Nous étions les plus puissants du monde sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan économique, etc. Nous avons été combattus, à un moment donné, nous avons lâché. Mais aujourd'hui, nous avons utilisé tout ce qui vient de l'extérieur. L'Occident nous a proposé la démocratie, l'Occident nous a proposé les systèmes sanitaires, l'Occident nous a proposé les systèmes économiques, les systèmes politiques. Nous avons utilisé, nous avons tout essayé. Il n'y a pas de résultat. Et maintenant, si à un moment donné de l'histoire, nos ancêtres ont vécu une certaine volonté de puissance et que nous avons dominé le monde, les Israéliens venaient en Égypte, chez nous en Afrique, comme des réfugiés économiques. Ils ont fait 400 ans. Aujourd'hui, ce sont les Africains qui quittent nos pays pour aller mourir sur les îles de Canaries. Tu vois? Et donc, nous avons intérêt, nous, si on est véritablement scientifique, quand on se pose des questions, qu'on fasse de la recherche, pour que demain, nous puissions fabriquer nos propres téléphones. Nous avons un Congolais qui se trouve basé aux États-Unis, Jean Bell. Mais c'est un professeur. Mais il a réussi à monter un type de téléphone qu'il a dénommé Okapi. Je crois qu'un homme comme ça pouvait venir s'installer dans notre pays. Non, vous ne voyez pas que promouvoir aujourd'hui l'esprit des recherches chez les jeunes, habituer nos populations à une certaine rigueur de pensée et de vie, cela est un travail d'une classe dirigeante, d'une classe avant-gardiste, mais aussi, vous, panafricanistes, qui proposez des choses qui semblent être peut-être contraires aux réalités actuelles que nous vivons. Non, mais nous avons pris la responsabilité. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas, de s'engager dans cette direction. Il faut avoir une volonté de puissance. Il faut avoir une volonté très volontariste. Il faut avoir du courage et de l'audace d'oser. Parce qu'il y a un prof, Maldag, paix à son âme, le grand patriarche, qui nous disait que ce n'est pas parce que c'est difficile que l'on n'ose pas. C'est parce que l'on n'ose pas que c'est difficile. Il faut oser, vous allez voir que c'est facile. Notre pays est en situation difficile. On a tout essayé, les recettes qui sont venues d'ailleurs. Il faut vraiment de la recherche. Il faut de la science. Et Tchenkanta Diop, qui est notre précurseur, disait, il faut vous armer, jeunes Africains. Armez-vous de la science. Armez-vous des sciences jusqu'aux dents. À compétence égale, chance égale. Quelle science alors? Eh bien, des sciences. Science, c'est un ensemble de connaissances rationnelles, systématisées dans un domaine bien précis. Que ce soit la culture, les arts, que ce soit les mathématiques, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'environnement. Ce sont des sciences. Ce sont des sciences. Et vous avez la responsabilité, en tant que scientifique, de connaître votre milieu. Comment allez-vous changer votre milieu si vous n'avez pas la connaissance de ces milieux? Regardez, aujourd'hui, nous avons des minéraux stratégiques. Mais qui connaît le minéral? Si on vous montre le lithium ici, vous saurez ça. Si on vous montre le cobalt, est-ce que vous saurez ça? Mais qui ont trouvé qu'il y avait du lithium, qu'il y avait du cobalt, qu'il y avait de l'uranium? Moi, je suis allé à Chikolobwe, je n'ai pas. On me dit, mais il y a de l'uranium. Je ne connais pas parce que je n'ai jamais été proche de ça. Alors, nous avons besoin. Mais quand vous arrivez dans nos villages, vous allez trouver des hommes et des femmes qui connaissent même les types de minéraux qu'il y a là, même la quantité, s'il vous plaît. Eh bien, nous n'exploitons rien. Nous avons connu le nucléaire civil ici, le centre de recherche nucléaire avec le professeur Maolo Akalenga. Quelle est la situation aujourd'hui? Est-ce que nous avons du courant? Nous avons de l'électricité. Mais quand vous regardez en France, on utilise l'uranium importé du Niger avec Areva. Mais il distribue l'électricité. Et nous qui avons au moins 33% des réserves mondiales, mais nous n'avons pas d'électricité. Et pourtant, si nous avions des scientifiques qui pouvaient véritablement nous pousser jusqu'à avoir cette électricité-là, pourquoi pas?
Et d'ailleurs, je suis très encouragé quand je vous en parle, Oui. parce qu'il y a trop de commentateurs scientifiques, il n'y a pas de scientifiques. Et Des abrutis fondationnels. Voilà, on est abrutis. On n'a pas de fondation. Comment pouvez-vous prétendre être scientifique sur la situation des autres? Or, vous avez votre millet, le millet ne change pas, vous dites que vous êtes scientifique. Scientifique qui suppose avoir des connaissances approfondies, mais qui sont rationnelles et systématisées, de manière à chercher des solutions dans votre millet. Or, il y a trop de diplômés, mais il n'y a pas de scientifiques. Norbert Mbayamba, parce que nous acheminons déjà petit à petit vers la fin de cette émission, mais nous parlons de Simon Kimbangu aujourd'hui. Faut-il admettre aujourd'hui que le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est l'incarnation de la pensée de Simon Kimbangu, Laurent Désiré Kabila, Patrice Emery Lumumba, d'autant plus, il prône d'abord l'unité du pays, l'indépendance économique que nous n'avons pas eu jusqu'à preuve du contraire, le panafricanisme, mais aussi l'auto-prise en charge. Bon, je n'irai pas dans le domaine des prophéties, parce que je ne maîtrise rien des prophéties. Ce que je sais, c'est que le président Tshisekedi, Félix Antoine, est né dans la marmite de l'UDPS. Et les fondateurs de l'UDPS avaient une vision. Ils étaient très intéressés par l'Afrique. Je me rappelle bien, à une certaine époque, Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire a été arrêté par son président, Houphouët-Boigny. J'ai vu Etienne Tshisekedi des Res-Mémoire avec ses collègues, etc., écrire une lettre pour demander, n'est-ce pas, à Boigny, qu'au nom du panafricanisme, il faut libérer Laurent Gbagbo. Et Félix Tshisekedi arrive, parce que les ressources du Congo ne servent pas pour les Congolais. Il y a une vision hérocentriste qui vient, qui exploite et qui va avec le BRIT et pour aller provoquer des richesses là-bas, créer des emplois là-bas, affecter dans leur domaine, ils améliorent leur pays. Nous, on reste zéro. Il faut aller au Katanga, vous allez voir combien de sociétés. Il faut aller à Goma. J'ai été même à Kibalituri. Non, mon ami. Alors, Félix dit, le moment est arrivé pour que même ceux qui viennent, certainement que nous n'avons pas des industries, nous n'avons pas des technologies, mais ce sont nos ressources que Dieu nous a données. Alors, venez, gagnant. Vous gagnez, nous on gagne. Quand est-ce que nous aurons des travailleurs? Regardez même ce que font les Chinois. Un travailleur congolais gagne combien? Gagne combien? Mais ils ont reçu combien? Et quand ils sont arrivés dans notre pays, ils avaient combien d'argent dans leurs réserves? 3 000 milliards, 3 200 milliards. Aujourd'hui, ils ont 17 000 milliards. 17 000 milliards, s'il vous plaît, de produits intérieurs bruts. Et tout est démontré qu'ils ont beaucoup piqué ici dans ce pays. Et le président dit, oui, vous avez pris. Maintenant, discutons. Si vous voulez investir, oui, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Il faut extraire les minerais, il faut les transformer pour qu'il y ait une valeur ajoutée, mais il faut les commercialiser. À ce moment-là, vous avez la possibilité non seulement de nous aider à transformer ces ressources, mais vous avez la possibilité également de nous créer des emplois. La jeunesse congolaise va avoir du travail. Et vous devez payer aussi les taxes de l'État. Nous aurons des recettes qui nous permettent d'améliorer les routes, d'améliorer les centres de santé, d'améliorer les écoles, etc. Ça, c'est ce qu'ils leur demandent. Et ils ne veulent pas entendre ces discours-là. Et c'est comme ça qu'ils organisent des guerres partout, de poches, de résistance, d'insécurité et compagnie. Mais on n'a pas reculé, on continue à se battre. Certainement que beaucoup ont eu des problèmes à cause de ça, mais il faut être courageux. Et encore que la classe politique n'a pas l'air de comprendre ça. Parce que si la classe politique pouvait comprendre le combat qui est mené aujourd'hui par Félix Tshisekedi, tout le monde serait à l'unisson. Et tout le monde parlerait le même langage. Et tout le monde gagnerait. Parce qu'en réalité, on n'a pas interdit aux Asiatiques, aux Européens de venir investir, aux Américains. Ils doivent investir. Mais on leur demande simplement de transformer ce qu'ils investissent
qui transforme, qui crée des emplois, qui crée des richesses, pour que nous puissions tous gagner. Gagnant, l'approche gagnant-gagnant, le partenariat win-win. C'est ce qu'on leur demande. Et c'est ça, le vrai panafricanisme. Et aussi, savoir que nous avons des voisins, on peut tous changer, on ne sait pas changer la géographie. Rares sont des pays qui changent d'adresse. On ne changera jamais de frontières. Et sont des pays africains. Mais ce sont ceux qui viennent investir qui nous opposent pour qu'on s'entretue. Et le président Félix Tshisekedi, oui, l'Afrique est des régions, nous devons le travailler dans la perspective de créer l'Afrique de demain, l'Afrique unie de demain, l'Afrique fédérale. Je ne dis pas fédérale pour reprendre les concepts occidentaux, mais je dis une Afrique unie. Et cette intégration devra être réalisée à partir des régions. Pour la raison pour laquelle il va vers la diplomatie, mais les gens n'ont pas l'air de comprendre ça, parce qu'on peut gagner sans combattre. Pour terminer, après la mort ou la disparition de Simon Kimbangu, que reste-t-il de son héritage? Ok, je voudrais vraiment parler comme Congolais. J'ai connu ma jeunesse comme kimbanguiste. À un moment donné, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que Papa Simon Kimbangu n'est pas kimbanguiste. Papa Simon Kimbangu n'est pas kimbanguiste. Kimbanguisme a été créé après, et par Papa Joseph Diangena, qui était son dernier fils, et qui a mis en place le kimbanguisme. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième génération. Mais le spectacle que nous assistons, ce n'est pas un bon spectacle. Comment serait-il possible? Kimbangu est reconnu comme patrimoine de tous les Noirs à travers le monde. De tous les Noirs. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle Nkamba Jérusalem. C'est le Jérusalem des Noirs. On peut sortir des États-Unis, on peut sortir des Caraïbes, on peut venir de partout pour venir visiter la terre de Kimbangu, de Simon Kimbangu. Mais de grâce, deuxième génération, les enfants, ses petits-fils. Vous voyez le spectacle que vous offrez? C'est un patrimoine mondial des Noirs. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas divisés. Ils sont divisés. Et il n'y a même pas un indice, même un indicateur de comprendre que ces gens-là ont la spiritualité pour sauver un peuple. Comment aujourd'hui nous pouvons donner... C'est malheureux. Bravo, président de la République. Il donne, il fait la reconnaissance du 6 avril comme journée fériée et payée. Mais les fils Kimbangu, les petits-fils, vous croyez que la première fois qu'on a créé cette église, il y avait l'argent, il y avait du matériel? Comment vous pouvez offrir ce spectacle? Comment vous remettez en question l'histoire d'un peuple? Ça, c'est une remise en question de l'histoire d'un peuple. Oui. On dit Kimbangu est libérateur. Quand on voit ces petits-fils, ils sont dans la recherche d'autres motivations. Alors ça devient un danger public, je vous demande, sincèrement. Oui. Aujourd'hui, on est les 5. J'aurais aimé que demain, les 6, qu'une déclaration se fasse par les chefs spirituels de l'Église, demandant l'unisson, l'intégration, pour que finalement l'histoire de Kimbangu soit restituée. Si vous ne le faites pas, vous ne méritez pas véritablement être considéré comme la progéniture de Kimbangu. Très bien. Parce que les gens qui ne sont pas des kimbanguistes prendront la responsabilité. Et Papa Joseph Diangena l'avait dit déjà, que ceux qui sont partis et qui viendront parleront mieux de Kimbangu que ceux qui sont ici. Très bien. Je crois que votre message est donc bien reçu et bien capté par les concernés, puisse vos propos nous aident à efflairer les différents problèmes de l'Afrique, mais aussi de la République démocratique du Congo, envie de nous déterminer pour des changements profonds et constructifs. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur vos chaînes.